Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Il est 32, on va démarrer. De toute façon, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire de présentation de l'appel à projet Texabi. Donc, ce webinaire est présenté par le Pôle Éco-Conception, donc le Centre de ressources nationales sur le sujet. Nous sommes aussi un centre certifié Calliope sur le sujet de l'éco-conception et on peut accompagner également les entreprises à se lancer dans les démarches. Donc, le Pôle Éco-Conception est aussi en collaboration avec l'ADEME. Donc, ce webinaire a pour objectif de comprendre l'appel à projet Texabi, de voir quelles sont les conditions d'éligibilité, de répondre à vos questions, de rentrer un peu plus dans le détail de ces trois axes qui composent cet appel à projet. Donc, je suis Louise Gilbert, chef de projet au Pôle Éco-Conception, expert en éco-conception agroalimentaire et textile. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Aude Bouguin et Maureen Poirier, que je vais laisser se présenter. Merci Louise, bonjour à tous et toutes. Donc Aude Bouillin, à l'ADEME, au service éco-conception et recyclage, dans le pôle éco-conception, du coup au siège à Angers. Et donc je pilote l'appel à projet Texabi. Bonjour à tous, donc je suis Maureen Poirier, je suis ingénieure textile et je travaille donc pour la méthodologie de l'affichage environnemental proposée par l'ADEME. Merci beaucoup. Donc, pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans le chat et il y a aussi un onglet questions-réponses. Donc, vous pouvez les poser à cet endroit-là également. Donc, le webinaire sera enregistré et vous aurez accès au replay à la fin du webinaire. Donc, Et on va mettre aussi la présentation sur la page de l'appel à projet. Voilà, tout à fait. Merci Aude. Donc, je vous propose de commencer sans plus tarder, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que Aude, tu peux nous parler de quel est l'objectif de cet appel à projet Texabi? Et bien sûr. Du coup, là, d'abord en deux mots, vraiment, l'appel à projet Texabi, on a deux objectifs. C'est d'une part vous faire progresser en éco-conception et d'autre part vous préparer à l'affichage environnemental en vue des obligations réglementaires à venir. Donc, à qui ça s'adresse? Ça s'adresse vraiment à tout l'ensemble du secteur textile d'habillement, toutes les entreprises, que ce soit des marques ou des fournisseurs, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc les très petites entreprises, les petites, les moyennes, taille intermédiaire ou grandes entreprises. Et on adresse vraiment tous les niveaux de maturité en éco-conception, que ce soit de débutant à expert, avec différents axes de travail, pour un projet en autonomie ou accompagné par un bureau d'études en éco-conception. Donc, on va copier l'adresse de l'appel à projet pour le mettre dans le chat pour que vous regardiez déjà les cahiers des charges. Et donc, on sait qu'il y a un affichage environnemental sur le textile qui va pas tarder à arriver. Donc, dans ce sens, l'appel à projet s'inscrit aussi un petit peu dans ce contexte. Est-ce que on peut, Maureen, tu peux nous expliquer l'affichage environnemental? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que ça concerne? Tu as ton micro coupé, Maureen. Donc, pour remettre à une définition de l'affichage environnemental, ça va être un outil de communication, pardon, qui va permettre au consommateur de connaître l'impact des produits qu'il va consommer et il va pouvoir faire des choix plus éclairés. Et c'est également un outil donc, pour tous les producteurs et les fabricants qui vont avoir un moyen pour permettre une production qui est plus respectueuse de l'environnement et connaître les impacts des produits qu'ils fabriquent. Donc, cet affichage environnemental se présente sous la forme d'une valeur numérique que l'on va retrouver donc, sur tous les produits textiles et il va refléter donc, l'impact de ce produit. Et donc, pour remettre un contexte, l'affichage environnemental, il a été initié par la loi AGEC en 2020. Il a été ensuite, il y a eu l'article 2 de la loi climat et résilience de 2021 qui, a imposé donc de faire une expérimentation et donc suite à cela, il y a eu 11 expérimentations X-TEX en 2022 et qui ont permis de faire une méthode qui est aujourd'hui celle, qui est proposée, dans Ecobalise. Et je crois, Maureen, que s'il y a des entreprises qui ont des retours à faire concernant la méthode, elles peuvent le faire via plusieurs sites. C'est ça, tout à fait. Donc, tout d'abord, nous avons mis un canal en place pour pouvoir, faire vos retours. Il y a le canal Mattermost. Il y a également une adresse, email affichage-environnemental@adem.fr. On vous remettra les liens, dans la conversation et et il y a également, voilà, vous pouvez mettre aussi, vous renseigner sur toute la méthodologie,
via la documentation Ecobalise et via le site affichage environnemental de l'ADEME. Donc cet affichage environnemental, il permet de rendre compte d'un impact environnemental avec une vision cycle de vie multicritère. Donc c'est un petit peu aussi les bases de l'éco-conception pour justement avoir cette partie évaluation. Maureen, tu voulais rajouter quelque chose sur la méthode? Oui, effectivement. Donc, pour construire cette méthodologie, on s'est inspiré donc des critères qui ont été compris dans la méthode PEF, donc où les impacts environnementaux sont basés sur le climat, la biodiversité et les ressources naturelles. Il y a également des critères qui ont été ajoutés dans la méthode française, donc que ce soit l'utilisation des produits chimiques, la libération de microfibres et également sur l'export des vêtements à l'étranger après l'utilisation. Et il y a également un autre coefficient qui a été pris en compte, dans la méthode française, c'est celui de la durabilité, donc qui correspond à l'estimation du nombre d'utilisations d'un vêtement et donc il est basé sur, 3 critères: l'incitation à la réparation, la largeur de gamme et l'affichage de la traçabilité des étapes de fabrication. Donc, pour, reprendre un peu, les produits qui sont concernés par, l'affichage environnemental, cela concerne donc tous les produits, textiles, donc qui servent pour l'habillement. Donc, voilà, vous pouvez voir la liste ici et vous pouvez retrouver donc toute la méthode, comme on disait tout à l'heure, sur l'affichage environnemental, dans Ecobalise qui se présente, comme, sur, l'écran ici. Et je voulais également, réappuyer que l'affichage environnemental ne concerne donc pas tous les produits, qui sont en cuir, qui sont également, avec de la lingerie et tous les accessoires. Eh bien, merci Maureen pour ces précisions. Je vois qu'on a déjà des petites Merci. questions sur la partie affichage environnemental, notamment avec le calendrier. Alors, est-ce que du côté de l'ADEME, vous avez plus de précisions sur un calendrier effectif où toutes les infos sont mises à jour sur le site en principe? C'est ça, donc toutes les infos sont mises à jour sur le site et nous avons aujourd'hui, pas de calendrier. Nous espérons, avoir, un texte, pardon, avant la fin, 2024. Et est-ce que les vêtements de travail sont concernés par cet affichage? Non, cela concerne exclusivement les vêtements d'habillement, et donc non pas il n'y a pas les vêtements de travail et les EPI. Merci beaucoup, Maureen. Peut-être avant de revenir à l'appel à projet, un petit rappel sur les grands principes de l'éco-conception. Donc, on a déjà élaboré, on a déjà parlé de ce fameux cycle de vie. Donc, dans le textile, on retrouve le cycle de vie que vous pouvez voir à l'écran. Donc, plusieurs fibres. On peut avoir une fibre qui va être plutôt naturelle, une fibre synthétique ou une fibre artificielle. En fonction, la matière première va avoir des enjeux environnementaux différents en fonction de la fibre qu'on va sélectionner. Une fois qu'on a cette fibre, ensuite, elle va donc subir un process de tricotage, de traitement de manière générale, avec potentiellement aussi une étape d'anoblissement où on va voilà, lui confectionner des, euh, donc des apprêts ou des capacités techniques. Il y aura ensuite une étape de confection avec les opérations de finition, fermeture, bouton, etc. On va retrouver ensuite le process de logistique. Ensuite, ça sera l'étape d'usage. Donc, il y a également un impact environnemental sur la phase d'usage, puisqu'on va devoir entretenir le textile, le laver, donc consommation d'énergie, d'eau, mais aussi de lessive. Et on aura aussi des enjeux environnementaux sur sa fin de vie, donc plusieurs manières d'avoir une fin de vie de textile. Soit on jette le vêtement, soit on le réemploie, soit on essaie de l'upcycler aussi. Il y a différentes manières de pouvoir faire en sorte de favoriser la fin de vie du textile. On peut aussi le remettre dans une boucle pour qu'il soit recyclé. Donc là aussi, il peut y avoir des enjeux à ce niveau-là. Donc l'idée du cycle de vie est de l'étudier dans son intégralité, c'est pour vraiment prendre en considération les enjeux environnementaux tout au long de cette vie de produit. Donc c'est une des grands principes de l'éco-conception. Deuxième grand principe, c'est aussi cette approche multicritère.
On ne va pas regarder uniquement l'effet de serre, par exemple. On va regarder tout un tas de critères environnementaux pour avoir en fait l'impact environnemental global du produit et éviter les transferts d'impact. Si on regardait seulement un critère, on n'était pas à l'abri qu'en l'éco-concevant, on pouvait aussi avoir des transferts d'impact qui se faisaient. Donc l'idée d'avoir cette approche multicritère, ça permet au moins d'avoir l'impact global du produit et de s'assurer quand on éco-conçoit qu'on réduit vraiment l'impact de notre produit. Pour réaliser une démarche d'éco-conception, donc elle se fait en général en 6 étapes qui pourraient, enfin, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur la démarche d'éco-conception, vous pouvez nous contacter au pôle éco-conception. Mais dans l'idée, c'est une démarche qui a pour objectif donc, dans un premier temps, de choisir le produit, de regarder où est son impact, de se faire ensuite, de trouver des stratégies pour réduire cet impact. Ensuite, on va regarder si on a bien amélioré le produit. Et une fois qu'on s'est assuré qu'on n'a pas fait de transfert d'impact, qu'on a réellement réduit l'impact de notre produit, on va pouvoir communiquer. Et donc, c'est une démarche itérative qui peut voilà, se boucler sans cesse. C'est une démarche également d'amélioration continue. Donc, un produit qui est conçu cette année, peut-être que dans 1 an, 2 ans, il faut refaire une démarche pour essayer de l'améliorer, puisqu'on pourra toujours diminuer l'impact environnemental de nos produits. Si vous avez plus de questions sur les principes de l'éco-conception, voilà, on pourra y revenir dans un second temps. Donc, je vous propose maintenant, avec ces petits rappels, de retourner sur notre appel à projet Texabi. Donc, si la réglementation d'affichage concerne directement les marques de vêtements, est-ce que je suis concernée par Texabi si je suis fournisseur? Est-ce que Aude, tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, tout à fait. Merci, Louise. Donc, pour la cible de l'appel à projet Texabi, on a vraiment 2 cibles. D'un côté, les metteurs en marché qui sont effectivement soumis à l'affichage environnemental. Et de l'autre côté, les fournisseurs ont aussi leur part dans l'impact environnemental et dans ce coût environnemental. Donc, l'appel à projet s'adresse aussi aux produits de fourniture, donc aux fabricants, sur ces produits de fourniture ou sur les procédés, donc sur sa matière première, fil, étoffe, procédés d'ennoblissement. Le but étant vraiment de répondre aux 2 objectifs, de vous accompagner pour mieux comprendre l'affichage environnemental avant qu'il y ait des obligations réglementaires, et pour surtout arriver à avoir un coût environnemental réduit au moment où vous allez publier votre note d'affichage en magasin. Et donc, pour aussi les fabricants de savoir à quel endroit est-ce que j'ai un impact sur ce coût environnemental. Et le deuxième objectif, c'est de vous accompagner justement dans l'appropriation de cette démarche d'éco-conception de manière à réduire ce coût environnemental. Donc, comprendre votre impact, les enjeux principaux pour vos process, vos produits, et puis voir où intervenir dans le cycle de vie pour réduire cet impact environnemental. Et si le projet ne porte pas sur ces produits, est-ce qu'on peut quand même bénéficier de l'aide? Alors, donc, Maureen nous a indiqué tout à l'heure les produits qui ne sont pas soumis à l'affichage environnemental. Donc, ceux-là sont effectivement exclus du cadre de l'appel à projet Texabi. Mais pour autant, en fait, on a les aides classiques d'écran, voilà. Et voilà. Donc, il y a les aides classiques à l'éco-conception que vous retrouvez sur ce lien ou sur notre page Agir pour la transition, sur la page éco-conception. Vous retrouvez tous nos dispositifs d'aide plus classiques d'éco-conception, donc sans la partie affichage environnemental, et vous pouvez tout à fait candidater sur ces aides-là, tout en vous inspirant en fait du cahier des charges de Texabi qui est plus spécifique au textile. Ok. Et donc cet appel à projet comporte 3 axes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type de projets qui sont attendus dans chacun de ces axes? Oui, tout à fait. Donc on a 3 axes pour être adaptés aux différents niveaux de maturité en éco-conception. Le premier type de projet, donc l'axe 1, ce sont les premiers pas en éco-conception. Uniquement à destination des petites et moyennes entreprises. Donc, l'idée, là, c'est plus pour accompagner les débutants dans un premier projet en simplifiant la démarche. Donc, on avait parlé de 6 étapes, donc en fait 3 étapes itératives, évaluer, améliorer, communiquer. Là, on vous propose un guide d'éco-conception, premier pas d'éco-conception textile. Vraiment, vous appuyez dessus pour démarrer directement avec l'étape d'amélioration.
Ensuite, si vous voulez aller plus loin, il y a le diagnostic d'éco-conception, donc c'est l'axe 2 qui est ouvert à toutes les tailles d'entreprise. Et là, vous pouvez aller explorer des leviers plus personnalisés de votre chaîne de valeur, de vos process, de vos produits, faire un calcul d'empreinte environnementale spécifique. Et donc, ça permet vraiment d'aller plus loin pour explorer différentes solutions d'éco-conception. À la fin de ces axes, que ce soit le premier pas en éco-conception ou le diagnostic d'éco-conception, vous aboutissez à un plan d'action chiffré de solutions d'éco-conception, de comment vous comptez les mettre en œuvre dans votre entreprise. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Vous avez donc un plan d'action chiffré économiquement et sur le coût environnemental. Sur la partie études, s'il y a besoin d'aller plus loin, donc par exemple, aller chercher des fournisseurs, changer de matière, réaliser des prototypes, c'est l'objet de l'étude de mise en œuvre, donc l'axe 3. Et là aussi, on accompagne toutes les tailles d'entreprise, tous les niveaux de maturité en éco-conception pour réaliser ces opérations-là. Donc, on a différents montants d'aide à chaque fois. Et l'idée, c'est vraiment de suivre tout votre parcours. Et en dehors de l'appel à projet, si par la suite, vous avez aussi des investissements à réaliser pour déployer, donc vous avez déjà votre prototype, il est fonctionnel, maintenant vous voulez déployer votre produit éco-conçu. S'il y a besoin d'investissement pour les changements qui permettent de faire de l'éco-conception ou pour, par exemple, faire du recyclage matière, nous avons d'autres dispositifs d'aide en dehors de l'appel à projet Texabi. Merci Aude. Et quelles sont les dates limites de dépôt pour cet appel à projet? Donc, l'appel à projet est ouvert depuis juin 2024. Il est ouvert pendant 1 an jusqu'en fin juin 2025. Et donc, vous pouvez déjà déposer vos projets pour les premiers pas d'éco-conception. L'instruction se fait au fil de l'eau. Et par contre, pour les axes 2 et les axes 3, les diagnostics d'éco-conception et la mise en œuvre des leviers d'éco-conception, c'est uniquement sur relève. On a une relève tous les 2 mois à partir de la fin du mois. Donc, au 30 septembre à 15h. Toutes les relèves se font à 15h. Toujours le dernier lundi, donc tous les 2 mois. 30 septembre, 25 novembre, 27 janvier, 31 mars et 26 mai. Et si je suis intéressée par plusieurs axes, est-ce que je peux candidater plusieurs fois? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans votre montée en maturité en éco-conception. Les premiers pas pour les novices. Donc, vous réalisez votre projet. Une fois que le projet est terminé, vous pouvez candidater en fait à l'axe suivant. C'est aussi possible de passer directement des premiers pas en éco-conception, d'avoir déjà son plan d'action et d'aller sur un axe 3, mise en œuvre des leviers d'éco-conception. C'est en fait à vous de voir à quel niveau de détail vous voulez approfondir cette étude. Donc, juste de manière indicative, les durées des projets. Un premier pas, nous envisageons jusqu'à 3 mois de projet. Un diagnostic d'éco-conception, ça va être une durée de 3 à 6 mois. Et la mise en œuvre des leviers d'éco-conception, c'est de 3 à 18 mois. C'est construit de manière à ce que vous ayez le temps de candidater jusqu'à 3 fois à l'appel à projet Texabi avant la clôture de cet appel à projet. Donc après, c'est des durées qui sont indicatives et variables suivant le nombre de références que vous allez traiter. Forcément, on va passer plus ou moins de temps à faire les évaluations et les études. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler des modalités d'aide et les coûts d'éligibilité? Oui, alors, donc on l'avait vu tout à l'heure sur la slide très rapidement. Pour les premiers pas en éco-conception, on est sur un montant d'aide qui va aller jusqu'à 5 000 € maximum en fonction de la taille de votre entreprise. Donc, c'est ouvert uniquement aux PME. Pour les petites entreprises, le taux d'aide est de 80%. Pour les moyennes entreprises, de 70%. Si vous voulez continuer à explorer donc, la partie les solutions d'éco-conception, vous allez sur un diagnostic d'éco-conception. Là, c'est ouvert à toute taille d'entreprise. Donc, pareil, suivant la taille de l'entreprise, on a des taux d'aide de 60 à 80%. Et l'assiette maximale de prise en compte des dépenses est de 50 000 €. Pour l'axe 3, pour les études de mise en œuvre des leviers d'éco-conception, l'assiette maximale est de 100 000 €. Pour les coûts éligibles, donc là, vous avez quelques exemples. Il y a notamment tous les travaux de formation à l'éco-conception de l'équipe transverse interne, les dépenses internes de l'entreprise pour sa participation aux travaux, les évolutions, si vous voulez vous faire accompagner pour
justement voir comment faire évoluer votre modèle économique, c'est possible aussi. Plus spécifiquement sur l'axe 3, sur les leviers, l'étude de mise en œuvre des leviers d'éco-conception, vous aurez des exemples de coûts sur les tests de prototypes, les pré-séries, la recherche de sous-traitance, d'approvisionnement, l'identification de partenaires, la protection industrielle, réalisation d'études de marché, des études de perception des consommateurs sur la plus-value environnementale. Et également, comme vous pouvez être amené à réaliser des analyses de cycle de vie suivant une méthodologie très cadrée comme le PEF, les revues critiques de ces analyses de cycle de vie peuvent faire partie des coûts éligibles. Très bien. Donc, on a déjà quelques petites questions. Est-ce que, par exemple, si on se lance dans un DIAG éco-conception BPI, on peut le cumuler avec cet appel à projet? Oui, alors un diagnostic éco-conception BPI, ça sera effectivement un diagnostic de premier ordre. Généralement, on va aller ensuite vers une étude de mise en œuvre d'éco-conception. Donc, ça sera candidaté à l'axe 3. On va revenir tout à l'heure sur les modalités de candidature de l'axe 3. Et est-ce que les formations sur l'éco-conception sont éligibles dans le cadre de cet appel à projet? Alors, il faut que le projet dépasse l'objet juste de formation. Mais voilà, c'est un exemple de co-éligible. Très bien. Je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. On va sinon les prendre tout à l'heure. Ouais, enfin, voilà, on va essayer de répondre tout à la fin. Donc, est-ce que Aude, tu peux nous montrer à quoi ressemble un projet pour un axe 1 concrètement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Oui, donc l'axe 1, ce sont les premiers pas d'éco-conception. Donc, pour les PME, je vais reprendre le schéma qu'on a vu tout à l'heure avec les 3 étapes itératives pour la démarche d'éco-conception. Donc, vous vous souvenez qu'il y a la partie évaluée. Généralement, on commence par... Enfin, bien sûr, on a choisi son produit. On commence par la partie d'évaluation environnementale. Puis, on va sur l'amélioration. Et ensuite, on revient de façon itérative sur l'évaluation. Donc, dans cet axe, l'idée, c'était vraiment de simplifier et de vous faire démarrer le plus tôt possible avec des choses qui sont plus concrètes, plus faciles à mettre en œuvre pour l'entreprise. Et donc, on vous propose un guide d'éco-conception qui est en annexe du cahier des charges. Le guide de premier pas d'éco-conception textile avec des leviers qui ont déjà été identifiés sur la base de projets précédents spécifiques au textile. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de regarder ces leviers, regarder ce qui est adaptable pour votre entreprise et démarrer directement sur cette partie amélioration. En fin de projet, donc, pour vous préparer à l'affichage environnemental, on vous demande de calculer le coût environnemental de votre produit éco-conçu, suivant la méthodologie d'éco-balise, et de nous faire un retour d'expérience opérationnelle sur ce coût environnemental. Donc là, c'est un exemple de projet pour des metteurs en marché. Je reviendrai tout à l'heure sur la partie fournisseur. À la fin de votre projet, vous arrivez, donc vous avez un plan d'action qui est spécifique au produit que vous avez choisi. Et donc, vous avez du coup tout le détail qui décrit comment vous allez mettre en œuvre, comment vous envisagez, quelle solution d'éco-conception vous envisagez de mettre en œuvre, qu'est-ce que ça veut dire comme levier concrètement pour votre entreprise. Donc, par exemple, si je change de matière, voilà, qu'est-ce que ça change dans mon entreprise, dans ma façon de mettre en œuvre ces éléments jusqu'à la mise en marché de mon produit. Vous avez donc l'évaluation économique et puis le coût environnemental de votre produit, et vous êtes prêt pour aller sur une étude de mise en œuvre. Et donc, si je suis intéressée par cet axe 1, qu'est-ce que je mets dans mon dossier de demande d'aide? Alors, oui, pardon, je vois juste que j'avais pas mentionné les opérations éligibles. Bien sûr, il y a le suivi de projet qui est aussi intégré dedans. Et donc, le dossier de demande d'aide, pour y accéder, vous allez sur la page de l'appel à projet, vous retrouvez le cahier des charges. Vous pouvez déposer votre dossier, donc vous arrivez sur un formulaire en ligne à remplir, donc plus pour connaître votre structure. Je vais faire un zoom sur la description du projet. Il y a 3 parties. D'abord, le contexte du projet.
Donc là, vous présentez qui vous êtes. Donc, par exemple, je suis une petite entreprise, je suis metteur en marché et vous présentez votre niveau de maturité actuel. Donc, par exemple, je suis débutante en éco-conception. Dans la description du projet, c'est là qu'on vous demande de dire sur quoi vous allez travailler. Donc, par exemple, je choisis de travailler sur 5 t-shirts. Ensuite, de préciser à partir du guide premier pas ce que vous allez faire. Donc, le projet consiste à l'élaboration d'un plan d'action à partir des leviers d'éco-conception. Donc là, on va regarder ensemble le guide premier pas que vous retrouvez en annexe du cahier des charges. Donc ici, par exemple, le premier levier, sur l'étape des matières premières, je vois que je peux éviter au maximum les mélanges de matières. C'est-à-dire, j'ai des t-shirts qui sont en coton et en élastane, par exemple. Je me dis que pour certains des t-shirts, c'est possible pour moi de passer en monofibre, de faire du 100% coton. Voilà, c'est un levier que j'envisage de mettre en œuvre. Je vais du coup l'intégrer dans mon dossier de demande d'aide. Autre levier possible, donc on propose, s'ils utilisent des matières d'origine végétale, donc mes t-shirts en coton, une meilleure solution serait de passer au coton biologique ou au coton recyclé ou au chanvre ou au lin. Je ne sais pas encore exactement quelle matière je vais choisir, mais je pense que c'est envisageable pour moi de passer du coton à une matière mieux disante. Alors, par contre, le tableau est à lire vraiment ligne par ligne. Il ne s'agit pas de passer du coton au polyester recyclé. Là, c'est vraiment la comparaison par type de matière. Donc, j'ai sélectionné en tout cas 2 leviers qui m'intéressent sur les mélanges de matières et sur les choix des matières. Donc, je reviens à mon dossier. J'indique que je dois travailler sur les matières premières. J'ai sélectionné par exemple aussi la réparabilité. Et donc, j'intègre ça dans la description de mon projet. Et donc, une troisième partie du formulaire, c'est les enjeux et les objectifs. Donc, j'indique en fait voilà, quels sont mes objectifs en termes de bénéfices environnementaux que j'envisage pour mon projet, pour mon entreprise. Par exemple, j'ai des parties prenantes qui sont vraiment intéressées par le fait d'avoir une certaine quantité de fibres recyclées. Je peux l'indiquer là. Et ça fait le lien avec le projet que j'ai envie de faire. Ça explique vraiment votre démarche. Pareil, là, en fait, on vous demande surtout des objectifs qualitatifs. Donc, par exemple, en termes d'évolution dans votre démarche d'éco-conception, dans votre stratégie RSE, j'aimerais que mon équipe interne, donc, soit formée à l'éco-conception, avec voilà, que toute l'équipe soit formée. Ça peut être une ambition à intégrer. À ce stade, on ne vous demande pas de chiffrer de façon obligatoire, mais si vous avez déjà en tête, par exemple, que vous voulez atteindre un coût environnemental de moins de 500 points, n'hésitez pas à l'indiquer aussi dans le dossier. Je vais continuer sur le dossier. Du coup, donc, il y a 2 éléments plus formels à remplir. Et dans les documents à fournir, donc on vous demande un volet technique. Pour les dossiers premiers pas d'éco-conception, donc là, ce que j'ai indiqué là, dans le dossier, c'était valable que ce soit pour les metteurs en marché ou les fournisseurs. Donc là, c'est pareil. Le volet technique, il a une seule page pour les premiers pas d'éco-conception. C'est juste la partie résumée pour mieux connaître votre entreprise, la chaîne de valeur, voilà, les produits que vous étudiez. Et c'est tout. Pour le volet financier, c'est donc un chiffrage budgétaire, comprendre les coûts internes, les coûts externes. Une attestation de santé financière pour vérifier que votre entreprise est en bonne santé financière, un RIB, et le devis du bureau d'études est facultatif. Et donc, le devis est facultatif. Et dans quel cas il faut l'ajouter alors? Oui, alors, le devis est facultatif. Donc, vous retrouvez un modèle de devis en annexe du volet technique. Vous pouvez l'ajouter du coup si vous souhaitez être accompagné par un bureau d'études. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure que pour l'axe 1, justement, vous pouvez aller en autonomie puisque vous avez déjà un guide, un outil qui est à disposition. Je n'ai pas précisé, mais l'outil EcoBalise est un outil gratuit en ligne. Donc, vous avez vu tout à l'heure, Maureen nous a présenté à quoi il ressemblait. Mais si vous le souhaitez, dès le premier pas d'éco-conception, vous pouvez aussi vous faire accompagner par un bureau d'études en ACV éco-conception. Comme exemple d'opérations qui pourraient faire pour vous accompagner,
Il y a la sensibilisation, la formation à l'éco-conception, à l'affichage environnemental. Donc, par exemple, vous pouvez participer à une fraise de l'éco-conception, faire une fraise de l'éco-conception pour votre entreprise, vos parties prenantes. Vous pouvez être accompagné, par exemple, pour l'animation d'ateliers d'idéation, pour justement explorer des solutions d'éco-conception, pour faire faciliter le brainstorming. Il y a beaucoup d'ateliers de conseillers en éco-conception qui sont vraiment là pour générer des idées. Vous pouvez déjà, même dans les premiers pas d'éco-conception, vous pouvez déjà explorer aussi la partie économique, faire des analyses économiques, la reconception du modèle d'affaires. Et plus particulièrement, si vous voulez aller plus loin que les leviers qu'on vous a pré-identifiés, vous pouvez déjà faire réaliser une évaluation environnementale simplifiée en complément de ce qui est proposé dans le guide. Donc, dans ce cas-là, il faut effectivement être accompagné par un bureau d'études ACV éco-conception pour cette analyse de cycle de vie. Et on vous demande de préciser l'objectif de cette évaluation, donc pourquoi, quel est le contexte derrière, pourquoi est-ce que vous voulez faire cette évaluation, et préciser les éléments méthodologiques pour cadrer l'évaluation. Ok. Donc, pour les metteurs en marché, je peux candidater à l'axe 1 avec ou sans bureau d'études, selon mes besoins. Mais pour les projets premiers pas, fournisseurs, est-ce qu'il y a des différences à prendre en compte? Oui, il y a des différences. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour les metteurs en marché, l'idée de l'appel à projet, c'est de aussi s'approprier vraiment le calcul du coût environnemental, donc réaliser ça soi-même. Donc, cette partie-là, elle ne peut pas être sous-traitée à un bureau d'études. Pour les fournisseurs, donc le cadre réglementaire est différent. L'idée, c'est plus de vous sensibiliser à ce calcul-là. Donc là, par exemple, le calcul du coût environnemental, bon, déjà, si je suis producteur de fil ou de textile, je vais pas forcément avoir un modèle de t-shirt sur lequel qui va faire l'objet de mon projet. Là, on vous demande, à titre plus de compréhension, de prendre un produit dans lequel va s'inscrire votre fil ou votre tissu, donc un produit de référence, et de vous sensibiliser au calcul de ce coût environnemental, donc sur un produit client. Et l'autre aspect qui est important pour les fournisseurs fabricants, c'est de vous préparer à l'évaluation environnementale en améliorant la traçabilité des intrants. Donc, en comprenant vraiment d'où viennent mes intrants, et ça facilitera justement du coup votre démarche d'éco-conception et la compréhension du coup des principaux enjeux et des moyens, des leviers que vous avez pour améliorer votre impact environnemental. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que la licence de logiciel ACV est prise en compte? Enfin, il y a un coût éligible dans cet axe, dans ces axes? Oui, alors du coup, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Bien sûr, si vous réalisez des évaluations environnementales, la licence du logiciel d'ACV est un coût éligible, donc pour 1 an, par exemple. Enfin, pour la durée du projet, s'il dure plus d'1 an, mais en l'occurrence, pour les projets axe 1, ça peut être pour 1 an. Et autre question un peu dans ce sens, est-ce que c'est un coût éligible également de faire travailler un bureau d'études sur l'ACV demandé? Oui, alors en l'occurrence, vous ne pouvez pas faire une ACV vous-même. Il faut passer par un bureau d'études. Donc, bien sûr, l'objet de Texabi et plus généralement de nos dispositifs d'aide à l'éco-conception, c'est de couvrir ces coûts d'accompagnement par un bureau d'études d'ACV. Donc là, par exemple, je remets la slide, cette fois-ci pour les fournisseurs fabricants, de l'accompagnement par un bureau d'études ACV, ce sera les mêmes exemples d'accompagnement et en particulier justement l'accompagnement par un bureau d'études pour les fournisseurs fabricants. Donc j'ai dit tout à l'heure, en autonomie, vous pouvez aller sur l'amélioration de la traçabilité et par contre, vous pouvez tout à fait aussi vous faire accompagner pour la réalisation d'une évaluation environnementale simplifiée, que ce soit de vos produits de fourniture ou de vos procédés. Merci Aude pour ces précisions.
Et maintenant, pour l'axe 2, donc c'est ouvert à toute taille d'entreprise. Donc, si je suis une grande entreprise, je peux démarrer directement avec un diagnostic. Si je suis une PME, je peux aussi candidater, que j'ai réalisé l'axe 1 ou non. Oui, tout à fait. Donc l'axe 1, on le conseille vraiment pour les PME qui sont novices en éco-conception. Ça permet de faire un premier état des lieux à un faible coût du coup vous mettre le pied à l'étrier du coup pour la démarche d'éco-conception et puis pour comprendre un peu les enjeux sur l'affichage environnemental. L'axe 2 est là pour approfondir votre étude. Donc, pour explorer certaines matières, certains process plus précisément, pour préciser votre plan d'action. Donc, vous pouvez candidater d'abord à l'axe 1, puis aller sur l'axe 2. Il faut juste avoir terminé l'étude axe 1 avant de candidater à l'axe 2. Mais vous pouvez aussi commencer directement à l'axe 2, le diagnostic d'éco-conception. Très bien. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi ressemble un projet pour un axe 2 du coup? Alors, je vais reprendre même schéma. Le diagnostic d'éco-conception, pareil, là, les opérations éligibles, vous avez le suivi de projet. Donc là, je vais présenter pour toute taille d'entreprise et tout type d'acteurs, que ce soit metteur en marché ou fabricant. Donc, vous démarrez par l'étape d'évaluation environnementale. Cette fois-ci, c'est une évaluation environnementale plus détaillée, puisqu'elle est spécifique à votre chaîne de valeur, votre produit. Elle doit être réalisée par un prestataire ACV Éco-Conception. À partir de là, vous pourrez passer à l'amélioration environnementale sur la base des leviers d'éco-conception personnalisés. En fait, on vous propose en annexe du cahier des charges des leviers à approfondir. C'est intéressant de regarder dès maintenant ces leviers pour avoir le bon angle pour justement réaliser l'évaluation environnementale initiale. Vous pourrez ensuite explorer ces leviers, voir comment ils s'appliquent à votre chaîne de valeur. Et puis, lorsque vous êtes satisfait, vous réalisez une évaluation environnementale finale. Comme ça, vous savez à quoi ressemblera exactement l'impact de votre produit version 2, version optimisée. Donc, à la fin de votre projet, vous avez les résultats d'ACV. Et ce qu'on vous demande, donc, par rapport à l'affichage environnemental, c'est de calculer le coût environnemental sur la méthodologie Ecobalise et nous faire un retour d'expérience opérationnelle sur ce coût environnemental. Donc, à la fin de votre projet, vous avez votre plan d'action détaillé, vous avez identifié quelles pistes d'amélioration sont adaptées à votre produit, des pistes d'amélioration qui incluent d'ailleurs une démarche de sobriété, l'évolution du modèle d'affaires. Voilà, c'est tout le panel que vous pouvez explorer. Et puis, vous êtes prêt, du coup, vous avez un livrable qui pourra être utilisé pour aller sur un axe 3 pour la mise en œuvre du projet d'éco-conception. Les petites spécificités pour les fournisseurs fabricants. L'évaluation environnementale détaillée, vous pouvez mettre l'accent vraiment sur la partie traçabilité de la matière première. Et puis, donc, au lieu de calculer le coût environnemental du produit fini de l'article du vêtement, il s'agit plus là de se sensibiliser au calcul du coût environnemental. Et donc, vous prenez un produit client dans lequel s'insère votre produit semi-fini pour faire cette partie communication environnementale. Très bien. Et donc, le dépôt de dossier, est-ce qu'il est différent par rapport à l'axe 1? Alors non, c'est vraiment la même structure. Donc là, je vais vous présenter un dépôt de dossier donc pour l'axe 2, que ce soit fournisseur ou metteur en marché, et quelle que soit la taille d'entreprise. Donc, globalement, vous reprenez exactement les mêmes éléments que précédemment. Il y a juste des éléments en plus de précision qu'on vous demande pour les axes 2 et 3. Donc, là, vous avez indiqué votre type votre taille d'entreprise. Est-ce que, dans mon cas, là, je suis fournisseur. Je précise mon niveau de maturité, donc par exemple intermédiaire. Et juste des précisions aussi pour mieux connaître votre chaîne de valeur, donc qui est en interaction. Est-ce que vous avez des acteurs textiles en France, en Europe, voilà. Plus d'éléments sur le contexte du projet. Dans la description du projet, donc j'indique sur quel produit ou procédé je vais travailler. En l'occurrence, là, j'ai travaillé sur 3 types de tissus, donc j'ai choisi 2 imprimés, un velours. C'est important quand même de préciser pourquoi ce choix.
quel est le lien, donc quelle est la réflexion stratégique autour de ce choix et en quoi ce choix vous permet, par la suite, facilitera le déploiement de la démarche d'éco-conception pour vous, ou en quoi ce choix répond à vos enjeux environnementaux. Ensuite, pareil, vous vous appuyez sur les leviers à approfondir, hein, donc en annexe de l'appel à projet, pour décrire ce sur quoi vous allez travailler, donc le contenu du projet. Donc là, zoom sur les leviers. Donc bien sûr, vous pouvez vous appuyer sur le guide premier pas. Le guide premier pas, donc qui peut s'appliquer sans réaliser d'évaluation environnementale préalable. Et les leviers à approfondir, ceux-là, c'est vraiment important de les définir dès maintenant pour pouvoir mieux cibler votre angle d'approche dans l'évaluation environnementale initiale. Donc là, je prends un extrait de la première page. En tant que fournisseur, je trouve ça important de mettre en place un système de traçabilité robuste qui va me permettre de mieux orienter mon choix de matières premières. Je choisis par exemple de réduire les pertes de matière avec différentes solutions technologiques. Je ne connais pas forcément encore toutes ces solutions technologiques, ça sera l'objet de mon projet. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je trouve important d'adresser. Et donc voilà, c'est ce que je vais mettre dans le dossier. Hop, dans le dossier, donc je vais préciser... mon travail portera particulièrement sur les matières, sur par exemple la teinture sur fil, voir aussi voilà, quelle technologie il y aurait comme alternative pour mes tissus imprimés. Peut-être que la teinture sur fil ne s'applique pas à tous les produits que je vais étudier. J'ai choisi par exemple d'allonger aussi la durée de vie de mon produit. Donc voilà, je précise tout ça directement dans ce formulaire. Et dans les enjeux et les objectifs, en complément de ce qui a été dit auparavant, ici, on vous demande de préciser vraiment de façon quantitative des indicateurs prévisionnels attendus donc en fin de projet. Là, en l'occurrence, j'ai des enjeux sur l'eau, donc par exemple la pénurie d'eau dans ma région. J'ai des enjeux sur l'eau aussi sur la pollution de l'eau. Et puis, je vais préciser plus spécifiquement, en fin de projet, je vise par exemple, sur mes 3 produits qui sont les tissus, je vise un impact réduit en multicritères de 10%. Et puis, en plus, j'aimerais bien déployer ma démarche d'éco-conception de manière à pouvoir l'appliquer à tout l'ensemble de mon portefeuille de produits, ou presque, d'ici 2026. Et sur ces produits-là, j'aimerais... réussir à faire 5% d'impact environnemental, donc une réduction de 5% d'impact environnemental suivant un calcul multicritère. Voilà, donc là, c'est vraiment libre à vous de définir ces objectifs prévisionnels, mais quoi qu'il en soit, on aimerait bien avoir vraiment des chiffres. Sur la partie, du coup, annexe, dans le volet technique, donc on vous demande d'avoir donc le résumé qu'on a vu tout à l'heure. Et le volet technique, c'est là que vous mettrez plus de compléments sur le projet. Donc, par exemple, un diagramme de Gantt sur la partie suivi et planning du projet. Donc, l'axe 2, c'est pour détailler en fait les étapes qui font l'objet du diagramme de Gantt. Si vous avez réalisé des études préalables, c'est ici qu'il faudra les insérer. Et pour le reste, c'est la même chose. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe pour l'axe 3? Oui, tout à fait. Donc, l'axe 3, là, les dossiers se basent sur les plans d'action et les chiffrages qui ont été réalisés préalablement. Donc, hop. Ce qui fait que vous démarrez, en fait, il n'y a pas d'étape d'évaluation initiale puisqu'elle a déjà été réalisée dans la feuille de route d'éco-conception normalement. Vous démarrez du coup avec l'amélioration environnementale, donc là, le changement de fournisseur, les tests d'échantillons, les prototypages, etc. À la fin, puisqu'il y aura forcément des changements par rapport à votre feuille de route, peut-être que vous ne pourrez pas appliquer tous les éléments que vous aviez prévus. On va faire une évaluation environnementale finale des produits éco-conçus pour connaître, vérifier déjà qu'il y a une réduction d'impact environnemental, puis connaître finalement le résultat final. Si vous êtes metteur en marché, vous calculez le coût environnemental de chacun des produits éco-conçus réels, suivant la méthode éco-balise. Vous nous faites un retour d'expérience opérationnelle.
qui va servir aussi à alimenter toute la méthodologie d'affichage environnemental français. Si vous êtes fournisseur, ça sera la sensibilisation au calcul du coût environnemental pour le produit client éco-conçu. Donc, à la fin de votre projet, vous serez prêt, vous avez déjà testé un prototype fonctionnel, et vous serez prêt à déployer ce produit dans une plus large gamme et à déployer votre démarche d'éco-conception à l'externe. Sur l'axe 3, l'accompagnement par un bureau d'études est obligatoire. Oui, tout à fait. Et donc, pour le dépôt de dossier, donc même chose que tout à l'heure, que pour l'axe 2, donc le niveau de détail est le même. Pour l'axe 3, dans le volet technique, donc il y a une partie spécifique à l'axe 3. Là, il s'agit surtout de bien préciser les leviers d'éco-conception que vous souhaitez mettre en œuvre, parce que ce sera peut-être pas l'intégralité de votre plan d'action. Expliquer pourquoi vous avez choisi ces leviers-là. En fait, on va vraiment regarder la pertinence des leviers choisis par rapport à votre ambition d'entreprise sur la diminution des impacts environnementaux. Globalement, notre dossier d'aide à remplir, nos attendus, c'est comprendre en quoi l'ADEME va vous permettre de prendre de l'avance sur la démarche d'éco-conception, sur le fait d'afficher un coût environnemental réduit sur votre gamme, et comprendre comment vous allez pouvoir déployer, mettre à l'échelle en fait ce que vous avez réalisé dans le cadre de ce projet. Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers auxquels on devrait faire attention, Aude? Oui, sur les calculs d'impact. Donc, vous l'avez compris, pour tous les projets, on vous demande le coût environnemental sur éco-balise. Donc, soit réalisez vous-même en tant que metteur en marché, soit vous pouvez le faire sous-traiter si vous êtes fournisseur-fabricant. Et en complément, sur la partie, donc le coût environnemental, c'est vraiment pour la partie communiquée, c'est la partie qui prépare la communication à l'affichage environnemental. En complément, sur la partie évaluation environnementale, qui fait plus partie de la démarche itérative, de la démarche d'amélioration continue. Sur l'axe 1, la méthodologie qui est employée, c'est la méthodologie éco-balise, si vous souhaitez compléter par une ACV simplifiée. Sur l'axe 2, la méthodologie recommandée, c'est celle du PEFCR version 2, donc de la Commission européenne, avec les jeux de données Environmental Footprint 3.1. En complément de cette méthodologie, donc pour être compatible avec l'affichage environnemental français, on vous demande aussi de calculer les 3 critères complémentaires de la méthode française. Et pour l'axe 3, là, vous êtes libre en fonction de votre parcours, en fait. Vous appliquez la même méthodologie que pour l'élaboration de la feuille de route. En fait, l'idée de cette méthodologie, de ces recommandations, c'est de vous proposer un cadre d'évaluation structuré, qui est clair, et qui va permettre en fait d'avoir un cadre commun pour tous les projets, pour suivre les progrès du secteur. Voilà, voir vraiment qu'est-ce qu'on est capable de faire en France en tant qu'entreprise du textile, et montrer vraiment les progrès du secteur, et puis alimenter derrière la méthodologie d'affichage environnemental français, et puis les guides d'éco-conception sectorielle. Un autre point d'attention, c'est la communication environnementale. Alors, on remarque qu'il y a souvent une incompréhension sur le terme communication environnementale. Quand on en parle côté ADEME, là, ce qu'on entend par communication environnementale, c'est vraiment la 3e partie de la démarche d'éco-conception. C'est de vous préparer à l'affichage environnemental. C'est de voir qu'est-ce qu'on entend en fait par communication environnementale. En fait, c'est un processus qui est normé. Ce sont les normes ISO 14020 et l'affichage environnemental en fait partie. C'est une déclinaison de cette norme. Il y a d'autres déclinaisons possibles. Donc, par exemple, les labels environnementaux. Vous retrouverez justement une liste des labels reconnus dans le textile dans les leviers d'éco-conception en annexe du cahier des charges.
Ce qu'on peut aider, c'est voilà, l'accompagnement pour mieux comprendre les allégations environnementales, le cadre réglementaire, par exemple. Mais alors, ce qu'on n'aide pas du tout, ce qui ne fait pas partie des opérations éligibles, c'est tout ce qui est action directe de publicité, de marketing, communication sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas du tout l'objet de la communication environnementale. Merci, merci pour votre attention. Merci à tous, oui, pour votre attention. Merci Aude, merci Maureen. On a beaucoup de questions. On va essayer de prendre quelques questions. Donc, notamment, il y en a dans le chat, il y en a aussi dans les questions-réponses. Une question qui revient souvent, y a-t-il une liste de bureaux d'études? Est-ce que les bureaux d'études que vous avez mentionnés devant être dans les axes, dans les plusieurs axes, est-ce qu'ils sont référencés? Alors, nous, on ne va pas faire de référencement des bureaux d'études. Il n'y a pas une liste où on va dire tel bureau d'études, c'est oui, c'est non. C'est pas du tout comme ça. Vous trouverez dans la FAQ de l'appel à projet, donc pareil, de la même URL. On a une FAQ qui peut vous diriger vers les bureaux d'études qui vont accompagner les dispositifs précédents. Et surtout, adressez-vous en fait aux centres relais d'éco-conception régionaux, à vos centres techniques aussi, qui pourront vous rediriger plus spécifiquement par rapport à votre projet. Merci beaucoup. On a une question aussi sur les matières modélisables dans Ecobalise. Donc, il y a certaines matières qui ne figurent pas dans Ecobalise. Comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que ça peut poser problème? Je peux prendre la réponse. Donc, il y a des matières, c'est vrai, qui sont non modélisées, donc tout ce qui est tencel, lyocell et toutes les matières qui découlent en fait, de la méthodologie de la viscose. On vous conseille donc si vous voulez faire que de l'axe 1, c'est de sélectionner la viscose sur Ecobalise. De même pour la polyamide, qui est donc aussi une fibre synthétique, donc dans ce cas-là, de sélectionner les polyesters. Et pareil, tout ce qui est mohair, angora, cachemire, donc de sélectionner la laine. Mais donc dans l'intérêt pour vous, nous vous conseillons quand même de passer sur un axe 2. Je ne sais pas si Aude, tu veux détailler plus sur ce point-là? Oui. Prenez mon micro. Voilà. Oui, en fait, du coup, vous pouvez très bien aller sur l'axe 1, même si votre produit est en tencel. Si vous êtes novice en éco-conception, pour comprendre la démarche, pour comprendre comment on calcule l'affichage environnemental, il n'y a pas de souci à ce que vous candidatiez quand même à un premier pas d'éco-conception. Par contre, si vraiment, enfin, surtout si vous avez plusieurs références que vous voulez étudier et faire un premier calcul. Par contre, si vous voulez explorer très spécifiquement le tencel, parce que c'est voilà, c'est la valeur ajoutée de votre produit, c'est comme ça que vous voulez absolument vous démarquer, euh, dans ce cas-là, vous allez sur un axe 2. Ce qu'on vous conseille quand même, si vous êtes une PME, l'axe 1, c'est facile de se lancer. Pour un premier projet, pour vraiment mettre votre pied à l'étrier, vraiment, enfin voilà, c'est possible de démarrer à l'axe 1 et recandidater derrière à l'axe 2 une fois que vous avez une vision un peu plus d'ensemble, un peu plus précise de ce que c'est l'éco-conception, ce que ça vous permet de faire. Très bien. Donc, on va reprendre trois autres questions peut-être. Est-ce que les entreprises qui ne sont pas en Europe peuvent candidater ou c'est vraiment pour les entreprises européennes? Alors, il faut un numéro de SIRET pour candidater. L'aide ADEME concerne les entreprises en France. Donc, uniquement les entreprises françaises. Oui. Ok. Alors, Alors, c'est est-ce vrai que qu'on a une question peut-être qui revient souvent, c'est sur les stocks dormants et l'upcycling. Je ne sais pas si là, il y avait des questions dans le chat, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a remarqué dans vos demandes en direct sur notre boîte mail. Peut-être juste quelques rappels, parce que le stock dormant et upcycling, c'est vrai que ça fait des projets qui partent d'une bonne idée. Mais voilà, des rappels réglementaires sur les stocks dormants. La loi anti-gaspillage et économie circulaire est déjà entrée en vigueur donc, au 1er janvier 2022 pour le textile. Et le règlement éco-conception pour des produits durables
Donc, c'est un règlement qui a une déclinaison sectorielle prioritaire pour le textile. Donc, tous les deux interdisent d'éliminer les invendus. Et stock dormant, c'est des invendus qui sont de plus de 3 ans. Et donc, c'est le but de cette réglementation, c'est d'inciter les industriels à mieux gérer leur stock et éviter le surplus de production. Donc, du coup, dans cette optique, aider les projets qui utilisent des invendus, ça entretiendrait le marché au lieu de le réduire. Ça va créer un effet rebond. Et c'est pour cette raison que l'ADEME n'aide pas les projets qui utilisent des stocks dormants. Pour l'upcycling, donc juste pour la définition de l'upcycling, là on parle plus de textiles usagés, donc plus particulièrement vraiment les vêtements usagés. Là, on va se poser la question de la pérennité de l'entreprise dans un contexte économique qui est très tendu quand même pour le secteur. On a déjà de nombreuses faillites. L'upcycling, c'est vraiment un marché de niche. Vous n'avez pas forcément un flux continu. Ça va être beaucoup de pièces uniques. Nous, l'upcycling, ce n'est pas du tout dans le scope de Texabi. Et il y avait une question aussi un peu dans ce sens. Est-ce que donc les matières en cuir végétal ou cuir composite peuvent être éligibles? Alors là, c'est peut-être plus pour Maureen, des questions sur le cuir, mais globalement, Ça va je être ne cas par cas, mais suis pas sûre que ça soit couvert par l'affichage Non, environnemental. effectivement, on ne considère pas ça comme une matière qui est prise en compte pour l'affichage environnemental. très bien. Donc, il y a aussi une question qui revient. Est-ce que si je suis déjà un peu mature sur l'éco-conception, je peux arriver directement à l'axe 3? On a déjà un peu répondu. Ton micro est coupé. Oui, tout à fait. Et donc, pour l'axe 3, il faudra bien nous envoyer vos résultats préalables, votre plan d'action d'éco-conception, donc avoir fait une analyse de cycle de vie sur les produits sur vos produits et expliquer pourquoi vous allez sur l'axe 3. Ok, on va peut-être prendre une dernière question. Pour les startups, est-ce que donc comment ça se passe pour les toutes petites entreprises? Comment ça se passe? En fait, vous êtes éligible. Là, on va plutôt vous poser des questions vraiment plus sur votre projet et sur la pérennité de votre projet, en sachant que c'est quand même un secteur très tendu. C'est quand même difficile de démarrer une entreprise. Donc, il n'y a pas de critère fixe qui rend votre startup inéligible à l'appel à projet. Mais voilà, il faudra bien expliquer votre projet et en quoi votre projet s'inscrit dans une démarche pérenne. Donc, l'idée, c'est pas d'aider une entreprise juste temporairement et de finalement après la laisser être en faillite dans 2 mois. Merci beaucoup, merci Maureen pour toutes ces précisions sur l'appel à projet. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations à contacter donc soit Aude, soit Maureen, soit moi c'est plutôt pour de l'accompagnement à l'éco-conception. Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et nous restons disponibles voilà, si par la suite vous avez des demandes, donc soit sur l'affichage environnemental, soit sur l'appel à projet, soit sur l'éco-conception du textile. Merci à tous. Merci beaucoup. Et juste pour information, donc, vous nous retrouvez, Maureen et moi, la semaine prochaine déjà, au salon Who's Next et Interfilière Textile à Paris, si vous voulez nous rencontrer en direct. Donc, Maureen le 9 et moi le 10. Et puis sinon, à Poitiers, le 8 octobre, au Rencontre de la mode responsable. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne Au revoir. journée.